Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question en vidéo. Donc, c'est un nouveau format que je lance. Donc, je réponds à ta question. Donc, c'est une très bonne question qui a été posée ici par un de nos abonnés. Bon, je trouve que c'est une bonne question. Donc, la question est la suivante. Bonjour, muchas gracias pour la vidéo. J'ai une question. Cela n'est pas lié à la vidéo, mais je profite de celle-ci pour la poser. Que se passe-t-il si une action baisse? Je veux dire, quel est l'impact pour la société? Est-ce que cela a un impact sur son business, sur la trésorerie ou dans le bilan de l'entreprise? En gros, une entreprise dont l'action est divisée par 1000, par exemple, fait-elle systématiquement faillite? Très bonne question. Alors, la réponse est très simple, mais il peut avoir une particularité et on pourrait la retourner d'une certaine façon. Simple dans le sens où la réponse c'est non. Si le prix d'une action baisse, ça n'a pas un impact sur le business d'une entreprise. Par exemple, si le prix de LVMH baisse, ça ne veut pas dire que les magasins de LVMH ou bien de Sephora vont se vider. D'accord? Ça ne veut pas dire que, voilà, par exemple, comme dernièrement avec Sanofi, si le prix de l'action Sanofi baisse, ça ne veut pas dire que la vente de médicaments de Sanofi va baisser. Donc, ça veut dire que c'est parce que le prix a baissé que les ventes vont diminuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas la baisse du prix d'une action n'impacte pas la société. Ça n'impacte pas l'entreprise. Donc, ici, c'est l'action, la baisse du prix qui a un impact. D'accord? Mais il peut avoir une particularité. Dans le sens où, je te prends un exemple, et je vais aller sur l'exemple ici avec Sanofi. D'accord? Et là, c'est vraiment des cas très, très rares, mais ça peut exister. Admettons que j'ai acheté des actions de Sanofi, admettons que je suis, par exemple, la compagnie, on va prendre un exemple, Pfizer. Admettons que Pfizer a acheté des actions de Sanofi à 46 euros. OK? Et que Pfizer s'est endetté avec comme collatéral des actions de Sanofi. C'est-à-dire que quand Pfizer achète à 46 euros, aujourd'hui, l'action de Sanofi est peut-être, quand je dis aujourd'hui, l'action de Sanofi est peut-être, à 100 euros. D'accord? Et Pfizer s'endette sur des actions de Sanofi qui valent aujourd'hui 100 euros, qu'elle a achetées à 46 euros. Quand elle s'endette sur les actions de Sanofi, auprès de la personne chez qui elle va s'endetter, donc auprès de la banque, etc., elle mentionne ceci. Si, n'est-ce pas, le prix de l'action va en dessous de 90 $, je suis dans l'obligation de rembourser la dette immédiatement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que j'achète mes actions à 50 euros. Vu que je veux garder mes actions de Sanofi, je décide de m'endetter sur des actions de Sanofi, d'accord, comme collatéral. C'est un peu comme une hypothèque, en fait. Donc, je donne mes actions à la banque. OK, donc maintenant, moi, je récupère la dette. La banque devient détenteur de mes actions et la banque a, pas l'obligation, mais le droit de vendre ces actions-là, d'accord, si le prix va en dessous de 90 euros, ou bien je serai dans l'obligation de rembourser immédiatement la banque. OK? Dans le cas, par exemple, de Sanofi, tu as vu que la condition donc, était que si le prix va en dessous de 90 euros, je suis dans l'obligation de rembourser la dette immédiatement, ou bien la banque vend les actions que moi je détiens dans Sanofi sans me demander quoi que ce soit. Imagine donc que cette situation arrive et que je suis Pfizer. Ce qui veut dire que ça va impacter ma trésorerie. D'accord? Parce que j'ai dépensé de l'argent et on s'entend que si je m'endette sur des actions de Sanofi, je ne vais pas m'endetter sur des actions de Sanofi à leur juste valeur. Mais imagine que j'ai acheté une action. Je te prends un exemple simple. J'ai acheté une action à 50 euros et qu'aujourd'hui, je me suis endetté sur cette même action, disons, voilà, elle était à 100 euros par là, tu vois ce que je veux dire? Donc, si j'étais à 100 euros, ça veut dire que j'avais déjà doublé mon capital. Tu penses que si je vais aller à la banque, je ne vais pas vendre cette action, je ne vais pas m'endetter sur une action qui vaut 50 euros, je vais peut-être dire à la banque, OK, je m'endette, mais l'action, on va s'arranger, la banque va peut-être me dire, OK, moi, je suis prêt à m'endetter, je suis prêt à te donner de l'argent, mais à partir de 85 euros, je vends l'action et je récupère le tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que la banque va toujours se garder une marge de manœuvre parce qu'elle veut se protéger au maximum. Donc,
si je vais m'endetter auprès de la banque et que le scénario pessimiste arrive, c'est-à-dire que l'action va en dessous de 90 euros, ça va impacter ma trésorerie. Je serai soit dans l'obligation de rembourser ces 100 euros-là, c'est pas 100 euros, cet argent que je dois à la banque, ou bien elle vend mes actions immédiatement. Donc, si elle vend mes actions immédiatement, ça impacte ma trésorerie. Si je suis forcé de m'endetter si je suis forcé de m'endetter pour rembourser cette dette-là, peut-être que je vais le faire à des taux d'intérêt assez négatifs. Ça pourrait impacter ma trésorerie, ça pourrait impacter mon bilan. Ça, c'est un cas extrême. C'est très rare, mais ça pourrait exister. OK? Donc, si, par exemple, la façon dont on pourrait retourner cette question, c'est-à-dire que donc, si on fait simple, si le prix d'une action est divisé par 1000, ça n'a pas un impact sur la compagnie, ça ne veut pas dire qu'elle va faire faillite, d'accord? Donc, le prix n'a pas d'impact sur la compagnie. Le prix n'a pas d'impact sur la compagnie. Mais, d'accord, le business de l'entreprise a un impact sur le prix. C'est-à-dire que si le business de l'entreprise se détériore, ça a un impact sur le prix. Tu l'as vu avec, par exemple, Sanofi. Sanofi, par exemple, avec la nouvelle qui a été publiée, comme quoi l'arrêt des tests par rapport aux médicaments contre la sclérose en plaques, et également les procès en cours avec le risque de procès en cours le risque d'indemnisation par rapport aux Zantac. Tu vois que le prix de l'action a pris cher en quelques jours. Donc, c'est le business de l'entreprise qui a eu un impact sur le prix. À long terme, le business de l'entreprise aura toujours un impact sur le prix, soit positif, soit négatif. À court terme, ça peut être expliqué par tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'à court terme, il y a de la spéculation. Donc, tu peux voir des entreprises qui ne rapportent rien du tout valoir des sommes astronomiques. Et tu peux voir des entreprises qui rapportent énormément d'argent avoir des valorisations très peu élevées, tout simplement parce qu'il y a un risque à court terme. Soit maintenant, ce risque-là, est-ce qu'il est durable ou pas? C'est la question à laquelle nous, en tant qu'investisseurs à long terme, on doit répondre. Parce que tu n'achèteras jamais une entreprise de qualité, d'accord, à une évaluation attractive sans qu'il y ait un risque temporaire. Par exemple, sur Intel, le risque est simple. Intel est en retard sur le plan technologique. Mais ça ne veut pas dire que Intel ne vend rien ou bien ce qu'elle va disparaître. Non. AMD, Nvidia ont été en retard pendant des dizaines et des vingtaines d'années, mais elles sont toujours là aujourd'hui. Intel, pendant tout ce temps, a toujours été le leader. Aujourd'hui, pour la première fois, Intel est en retard légèrement. Je dis bien légèrement. Si Intel est en retard légèrement, c'est temporaire. Quand je dis c'est temporaire, sauf si vous remarquez que Intel ne fait pas la bonne chose, Intel ne prend pas les bonnes mesures pour pouvoir rattraper son retard. Et pour ça, qu'on se dise la vérité, ça dépend du cerveau humain. D'accord? Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire comme recherche et développement. Vous ne savez pas s'ils vont trouver quoi que ce soit. Donc c'est ça le risque en fait. Mais ne sous-estimez jamais le cerveau humain dans le sens où si aujourd'hui AMD est en avance, d'accord, après de longues années, ça veut dire qu'il y a de grandes chances, je dis bien une probabilité assez élevée pour que Intel refasse son retard. C'est ce que le marché, c'est ce que ceux qui investissent sur Intel pensent, ok? Ils peuvent se tromper, mais également il faut voir qu'ils ont la capacité de protéger leur capital dans le sens où Intel également est en train de se diriger vers pas se diriger vers un business model de foundry, donc c'est-à-dire qu'elle va maintenant fabriquer les puces pour d'autres compagnies, parce qu'Intel fabriquait déjà ses propres puces. Là où d'autres entreprises déléguaient cette partie-là à des compagnies comme TSM, donc Taiwan Semiconductor. Donc, aujourd'hui, Intel va investir massivement dans ses usines de fabrication de puces électroniques, donc il va devenir un third party. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Intel va négocier des contrats de fabrication de puces. D'accord? Donc, ça, c'est un autre business qui était déjà au sein de l'entreprise, mais l'entreprise le faisait uniquement pour ses propres puces. Maintenant, elle va pouvoir fabriquer pour les autres. Et avec les problèmes avec Taïwan, la Chine, tout ça, donc le secteur des semi-conducteurs est à risque présentement parce que Taïwan Semiconductor est l'un des plus gros fabricants, si ce n'est le plus gros, et si ce n'est le plus performant, si ce n'est le meilleur fabricant même à la fin de la journée. Donc, en termes de manufacture, pas en termes de recherche et développement, d'accord? Donc, ici, TSM négocie des contrats avec les AMD, etc. Bon, je ne sais pas si AMD est un client de TSM, mais c'est pour faire simple. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, le risque
Sur Intel, tu peux le voir. À toi de déterminer si ce risque-là est à court terme ou à long terme. Et tu ne peux pas le voir si tu ne lis pas les rapports financiers, si tu n'as pas une connaissance générale du secteur. Donc c'est pour ça que je dis souvent, vous n'achèterez jamais une compagnie de qualité avec une évaluation attractive, sans un problème temporaire. D'accord? Donc, c'est comme l'exemple avec Six Flags. Je parle souvent de cette entreprise ici. L'entreprise a fait moins 20% en une journée. Six Flags. L'entreprise a fait moins 20% en une journée, tout simplement parce que En fait, Six Flags, déjà, pour savoir ce qu'elle fait, c'est une compagnie qui détient des parcs d'attractions aux États-Unis. OK? Donc, en une journée, Six Flags a perdu près de 20%, je pense bien, 22% en une journée, tout simplement parce qu'il y a moins d'achalandage au niveau de Six Flags. Mais quand vous lisez les rapports financiers, il y a une raison particulière, c'est parce que Six Flags a décidé d'augmenter ses prix. Tout simplement. Ce n'est pas qu'ils ont décidé de le faire de manière douce, mais de manière, je veux l'appeler ça de manière violente. Donc, du jour au lendemain, ils ont éliminé tous les discounts qui existaient, d'accord? Tout simplement parce qu'ils disent une chose, si quelqu'un veut venir à Six Flags, alors il doit payer le prix. Or, à la fin de la journée, on va comparer Six Flags à Disney. Disney qui a la capacité d'augmenter ses prix tranquillement parce qu'ils détiennent également des parcs d'attractions, etc. Tout simplement parce que Disney, c'est Disney. Vous ne pouvez pas vous comparer à Disney. Or, le marché compare Six Flags à Disney pour dire que, OK, Disney a augmenté son nombre le nombre de clients dans ses parcs, etc. Alors que Six Flags se plaint que le nombre de clients a diminué. Mais c'est le prix qui a augmenté au niveau de Six Flags. Et si vous comparez le prix de Six Flags par rapport à Disney, vous constatez que Six Flags charge moins. Et quand vous écoutez le conference call, le PDG vous dit ceci. Il y a des parcs qui sont de moins bonne qualité ou bien qui sont plus petits que Six Flags, mais qui ont des prix plus élevés. Et que Six Flags, depuis au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années, a à peu près les mêmes prix, mais n'ajuste même pas ses prix à l'inflation. Et que du jour au lendemain, ils ont décidé d'arrêter tout. Donc, quand vous écoutez le conference call, le management vous dit également qu'on avait un service qui permettait à nos clients de pouvoir manger à volonté, moyennant un paiement annuel. Donc, vous avez le droit de manger dans tous les restaurants à volonté. Or, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de gaspillage. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, il paye, il utilise sa passe pour rentrer dans un parc d'attractions Six Flags. Il va manger dans tous les restaurants. Par exemple, il va arriver dans un restaurant de sushi, il va goûter un seul sushi, il va jeter. Il prend un sandwich, il goûte une bouchée, il jette. Il prend un burger, il goûte, il jette. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de gaspillage. Et la même personne pouvait revenir 10, 20, 30 fois. Ou bien passer enfin, je voulais dire passer sa passe, ou bien donner sa passe à quelqu'un d'autre qui allait également refaire la même chose. Donc, ils ont éliminé tous ces goodies-là. Donc, c'est-à-dire qu'à court terme ou à moyen terme, il y aura un impact négatif sur la compagnie. Mais maintenant, il faut avoir une vision à long terme. Et c'est ça qui est difficile. Ne pensez pas que c'est facile d'avoir une vision à long terme. Il faut avoir une vision à long terme maintenant pour savoir, OK, est-ce que l'entreprise, à partir d'aujourd'hui, a les capacités de pouvoir attirer au minimum le même nombre au minimum autant de clients qu'elle avait précédemment quand les prix étaient bas. Ça, c'est la partie la plus difficile parce qu'on va se dire que vous, en tant que client, vous allez vous dire, mais on préfère les prix les plus bas. Mais il faut le comparer à d'autres parcs d'attractions dans la même zone. Si vous avez un parc d'attractions qui est de meilleure qualité dans le sens où ils ont les meilleures attractions, ils sont plus grands, etc. Ils ont les moyens de faire du marketing. Est-ce que vous allez aller dans un parc d'attractions qui a peut-être un seul, disons, qui n'a pas énormément de manèges, on va le dire comme ça. OK? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, là, c'est un problème pour moi, ça c'est mon avis. C'est un problème à court terme. OK? Court terme, moyen terme. OK? Et c'est quelque chose qui pourrait permettre à l'entreprise de dégager énormément de valeur. Ça, c'est peut-être un exemple d'une entreprise dont le business model impacte le prix. Et généralement, c'est comme ça. C'est le business qui impacte le prix d'une entreprise. Le bilan également peut impacter le prix d'une entreprise. Si une entreprise est trop endettée, par exemple, comme les compagnies de télécom, elles sont trop endettées. C'est-à-dire que le bilan impacte l'évaluation de ces entreprises-là. C'est pour ça que vous allez voir les compagnies de télécom généralement avoir des PER très, très bas. D'accord? Donc,
Voilà, par exemple, les petits exemples que vous pouvez avoir, les petites variations qu'on peut avoir. Donc, ta question a un double sens. Donc, on peut se dire que non, en général, la façon dont tu l'as posé, ça sera un non, mais il peut avoir des particularités. Mais si on retourne cette question-là, à savoir, est-ce que le business d'une entreprise impacte le prix de l'entreprise? Oui. Ça impacte, disons, la valeur de l'entreprise. OK? Donc, c'est à peu près comme ça que je pourrais répondre à cette question-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions comme ça, voilà, posez-les-moi. Et voilà, si je pense que c'est nécessaire de faire une vidéo, parce que je ne peux pas écrire ça en vidéo. Il y a des choses que je ne peux pas tout. Je peux pas tout écrire, en fait. Parfois, c'est plus facile de parler pour donner certaines nuances. Donc, j'espère que je vais pouvoir t'aider avec cette réponse-ci. D'accord? Donc, on va se dire une chose. La façon dont tu l'as posée, ça sera non. D'accord? Mais si tu la retournes, oui. C'est d'abord le business qui a, au final, qui a un impact sur le prix d'une entreprise. L'impact peut être positif comme négatif. Notre rôle maintenant, c'est de payer un juste prix. Parce que le marché, il est soit très optimiste, soit très pessimiste. Et notre rôle est d'être au milieu. OK? Et c'est quelque chose de, voilà, je dirais, c'est pas facile à faire. OK? Mais c'est pas non plus difficile. C'est juste une question d'habitude. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.